C'est des graines de sésame fermentées. Et en fait, c'est tellement fermenté que quand tu les prends avec les baguettes, tu as des fils des fils qui tombent. Je crois que c'est parce que c'est tellement fermenté que c'est un peu gluant. Et ils mangent ça au petit déjeuner. Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un épisode de podcast. L'épisode 59 de mon podcast Voyage et Turbulence. Voyage et Turbulence est un podcast qui parle de voyage, de galère, de gastronomie. Dans cet épisode, j'ai invité Vanessa qui voyage en fauteuil roulant et elle a accepté de publier le podcast en version vidéo. Donc tu verras Vanessa, elle a un masque parce qu'elle était dans un espace de travail et elle ne pouvait pas faire autrement, je précise. Le podcast s'écoute sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, totalement gratuitement. Si tu veux l'écouter sur une plateforme, welcome, parce que c'est aussi plus simple, tu peux l'écouter en faisant autre chose. Et surtout, tu peux t'abonner. Et si tu m'écoutes depuis Apple Podcast, si tu décides de passer par là, n'hésite pas à laisser 5 étoiles et un avis. Si tu aimes le podcast, si tu aimes l'univers du voyage, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker, à laisser un commentaire et à réagir à cette vidéo. Voilà, j'espère que ça te plaira. Peut-être que tu me trouveras un peu folle. Mais j'ose poster la vidéo. Et puis, encore merci à Vanessa. Allez, enjoy! Coucou Vanessa! Salut Floriane! Alors aujourd'hui, je t'ai invité pour parler de voyage parce que tu voyages aussi beaucoup et j'avais envie d'en apprendre un peu plus sur toi. Mais avant de commencer, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Alors écoute, moi j'ai 34 ans, j'ai un handicap depuis l'enfance qui affecte ma motricité. Mais c'est à partir de 18-19 ans que j'ai commencé à utiliser un fauteuil suite à une opération qui a mal tourné. Donc voilà, ça a été un peu un déclencheur aussi pour vouloir se dépasser et voyager. D'accord. Et tu te considères comme quel type de voyageuse? Alors ça dépend. En fait, je pense que maintenant je suis plus une voyageuse, comment dire, une voyageuse à petit budget. Enfin, je me débrouille, je fais du stop, je prends le bus. Je dors en auberge de jeunesse. Enfin, voilà, c'est un petit peu bohème, on va dire. D'accord. Et tu voyages, je précise quand tout va bien, à quelle fréquence par an à peu près? Alors, ça dépend. Là, je t'avoue qu'en période Covid, forcément, les voyages ont diminué, enfin, la fréquence des voyages. Après, j'essaie vraiment de voyager le plus possible. Avec mon conjoint, on essaie de faire des week-ends, donc soit dans des pays voisins, puisqu'on est frontalier, avec l'Allemagne, la Belgique, soit dans des pays un peu plus lointains, donc comme la Pologne, la Turquie, enfin des choses qui sont pas non plus trop loin en cette période, et voilà, qui nous permettent de quand même voir autre chose. D'accord. Et quel est le premier pays que tu as voulu visiter? Le tout premier, ça a été l'Angleterre, parce qu'en fait, lorsque j'ai commencé à avoir mon fauteuil roulant, je me suis dit, je vais pas me laisser abattre, c'est pas possible, je peux pas rester comme ça et ne rien faire. J'étais persuadée avant d'avoir le fauteuil que je sortirais jamais de ma campagne profonde. Et là, ça a été un peu la goutte d'eau. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc, dès lors que j'ai eu mon bac en poche, j'avais la chance d'avoir des économies. Donc, j'ai pris mes billets pour l'Eurostar et je suis partie en Angleterre, je pense, 3-4 jours après la fin du bac. D'accord. Et est-ce que tu peux dire que voyager en chaise roulante, ça a été, enfin, c'est facile ou est-ce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles tu dois penser? Et est-ce qu'il y a des pays dans lesquels c'est plus facile ou des villes? Est-ce que tu dois faire attention à ça? Comment tu organises tes voyages? Alors, on va dire qu'au départ, je marchais en béquille. Donc, avant le fauteuil, je marchais en béquille. Beaucoup de personnes penseraient que le fauteuil, ça, c'est la fin, en fait, de la liberté. Pour moi, ça m'a donné plus de liberté. Dans le sens où j'ai réussi à parcourir beaucoup plus de kilomètres que ce que j'aurais pu faire en béquille. Je pouvais le faire seule. Donc, ça m'a vraiment fait me sentir libre. Et je t'avoue que par contre, pour les voyages, j'ai pas trop réfléchi au départ à comment organiser. Je suis partie un peu sans réfléchir. Et donc forcément, ça a apporté pas mal de problèmes parce que quand on réfléchit pas et qu'on n'organise pas ses voyages, en étant en fauteuil, ça peut apporter quand même pas mal de déconvenus. Donc il m'est arrivé d'avoir des pneus crevés sans forcément avoir de solution
de plan B quand ça arrive. Ça m'est arrivé de me retrouver dans des endroits qui n'étaient pas accessibles parce que j'avais pas fait mes recherches, mais aussi parce que je pensais qu'ils le seraient. Enfin, c'était sur les sites, c'était quand même marqué que c'était accessible plus ou moins. Puis finalement, je me retrouve là-bas et ça ne l'est pas du tout. Donc, écoute, pour le premier voyage en Angleterre, lorsque je me suis retrouvée avec un pneu crevé sur place, je suis allée dans un garage comme pour une voiture en fait, et on a réussi à me colmater la brèche de la roue du fauteuil. Donc j'ai réussi à m'en sortir comme ça. Ça m'a appris à ne jamais partir en voyage sans les kits pour vélo, les jeux de rustine, les choses comme ça. C'est vraiment très très utile. Et puis aussi, à faire plus attention. C'est vrai qu'il y a des voyages qui nécessitent plus d'organisation que d'autres. Donc j'essaie de quand même faire mes recherches un minimum. Je pense que j'étais vraiment dans l'euphorie du truc au départ, comme j'étais très très jeune, et j'ai pas vraiment pensé à grand chose. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a des pays qui nécessitent, on va dire, plus d'organisation, et d'autres pays que j'ai pas encore fait parce que j'ai un peu peur de l'accessibilité en fait, du manque d'adaptation pour les fauteuils roulants. D'accord. Et tu te débrouilles comment pour choisir les auberges de jeunesse? Tu fais des recherches pour savoir si c'est accessible? Alors, il y en a quand même pas mal qui sont accessibles. Il faut dire qu'une auberge de jeunesse, même si c'est assez rudimentaire par certains côtés, on a quand même des bonnes auberges avec des chambres privatisées. On a quand même les salles de bain qui sont certes communes, mais où il y a des douches avec des sièges. Donc, les auberges de jeunesse, malgré tout, ça reste quand même assez accessible pour des personnes handicapées. Et surtout, le tarif est avantageux. D'accord. Et quel est le pays où tu as trouvé que c'était le plus accessible pour toi? Je dirais qu'il y en a eu plusieurs. Après, le plus accessible, je ne peux pas parler de pays en lui-même parce qu'un pays, c'est grand et je pense que hors des grandes métropoles, c'est un peu comme partout. Il y a des endroits qui sont beaucoup moins accessibles. Par contre, je pense qu'une ville comme Tokyo, par exemple, une ville comme Dubaï, ça a vraiment été les endroits les plus accessibles que j'ai pu voir de ma vie. Et aussi, ça en surprendra peut-être quelques-uns, mais la Pologne, enfin la capitale polonaise, a été vraiment très très accessible comparée à d'autres, comme par exemple Bruxelles, qui pourtant est une capitale européenne, où là j'ai galéré, mais vraiment, un peu à l'image de Paris en fait. Ce sont des villes qui attirent des milliers de touristes par an et qui font pas forcément l'effort d'adapter certaines choses. Ouais, je suis d'accord parce que quand j'ai été au Japon, j'ai été impressionnée par le nombre d'ascenseurs qu'il y a quand on est dans les transports, alors qu'à Paris, il n'y a que des escaliers en fait. La plupart du temps, il y a des escaliers, donc forcément, c'est pas pareil. Enfin, moi, mon seul problème, c'était ma valise, et c'est seulement pour la traîner d'en haut en bas en France. C'est pas la même chose que quand tu es au Japon, tu vois. Tu prends l'ascenseur, ton problème, il est réglé. Et j'avoue, effectivement, pour toi, ça doit être plus ou moins. Enfin, c'est pas comparable, mais je veux dire, en termes d'accessibilité, ça reste le même problème. On galère. Oui, c'est vrai. Mais ça a été un peu un rêve au Japon parce que je me suis rendu compte que même au niveau de la mentalité, bon, je ne sais pas si les personnes handicapées japonaises ont droit au même traitement qu'une touriste parce que je pense que les gens veulent bien faire là-bas pour que les touristes aient une bonne image. Mais j'ai vraiment été aidée à chaque fois que j'ai eu un problème. Je veux dire, j'ai jamais eu autant d'aide de ma vie qu'au Japon alors que les personnes ne parlaient pas anglais. Enfin, c'était très compliqué et que moi, avec mon petit japonais, on a quand même réussi à se faire comprendre. Ouais, mais je crois que les Japonais, de manière générale, ils sont aidants. Quand tu as été au Japon, tu as été à Tokyo, tu as fait d'autres villes? Non, je suis allée qu'à Tokyo. C'était mon premier voyage hors d'Europe. Donc, c'est vrai que j'y connaissais pas grand-chose. Et puis là, j'y suis allée avec un ami qui était aussi handicapé, donc en fauteuil roulant. Je sais que lui, il n'y serait pas allé seul. Donc, je me suis dit, allez, viens, on y va à deux, on verra comment ça se passe. Et ça s'est très bien passé. On a réussi à tout faire de manière autonome. D'accord. Et vous êtes parti combien de temps? On est parti pas très longtemps. Il me semble qu'on est resté deux semaines à peu près.
Donc c'était très court, on n'a pas vu grand-chose, très honnêtement. Et puis j'étais pas la voyageuse chevronnée que je suis maintenant, on va dire. J'aurais pas peut-être pas risqué de visiter plein de choses comme maintenant. Je m'en suis un peu tenue aux activités de base et j'osais pas trop aller plus loin que ce qu'un touriste qui s'y connaît pas aurait pu aller. D'accord. Et qu'est-ce que tu as le plus aimé au Japon? Ce que j'ai le plus aimé, en fait, à la base, j'apprenais le japonais quand j'étais au lycée, donc c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de voir. Et j'ai aimé, je sais pas, la différence de mentalité. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire sur la mentalité japonaise. Il n'y a pas que du positif, mais il y a beaucoup d'ordre. C'est quand même des gens. Enfin, la société est homogène. C'est ce qui fait que ça marche aussi chez eux. Et on voit vraiment un respect de l'ordre, un respect des personnes aussi entre elles. Et c'est vrai que le retour à Paris a été rude parce que Comment je te comprends? dès la descente de l'avion, ça a été un petit peu la dépression totale. Mais le pire, c'est qu'il paraît qu'il y a un nom pour ça, pour les touristes japonais qui arrivent en France, puisqu'ils ont le mal forcément de leur pays, parce que clairement, on va se le dire, c'est totalement différent. Les gens, ils sont très ordonnés, ils font la queue, ils poussent pas, c'est propre. Et quand tu arrives à Paris, je sais pas comment dire ça autrement, mais c'est la débandade en vrai. C'est-à-dire, tu arrives, on dirait que tu es dans la jungle. Et c'est peu de le dire parce que moi, j'avoue que la première fois que j'étais restée 7 jours, la première fois que 7 à 10 jours, je sais plus. Quand je suis partie, quand je suis revenue, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Sincèrement, je suis arrivée, je suis descendue pour prendre le train. Mon premier train, il était annulé, c'était pas écrit. Je suis restée 45 minutes sur le quai du train en train d'attendre un train au Japon. C'est clair qu'il y a des retards, il y a aussi l'image parfaite, mais la perfection n'existe pas. Mais entre la perfection qui n'existe pas au Japon et la perfection qui n'existe pas avec les transports français, ne serait-ce que ça, ouais, c'est compliqué. Rien que le service à la personne, en fait, je trouve qu'il y a vraiment un service client au Japon qu'on retrouve pas ici. Le client est roi, c'est pas vrai en France, pas du tout. C'est quoi? C'est clair. Les Japonais sont tellement adorables, c'est un truc de fou. J'aimerais pas forcément vivre là-bas, mais je trouve que quand tu vas en vacances, limite on aurait dit que tu pars en vacances dans tes vacances parce que tu vis quelque chose d'extraordinaire, la gentillesse, l'attention, le fait de te sentir en sécurité. Ouais, limite t'es arrivé dans un autre univers, tu sais pas comment t'es arrivé là, mais t'es arrivé en fait. C'est vrai, voilà. Surtout que moi, en plus, j'étais en fauteuil, donc il m'est arrivé de galérer un petit peu. Je cherchais mon chemin et j'avais une femme, donc c'était le soir déjà. Et là-bas, les transports en commun s'arrêtent assez tôt. Et elle était avec un sac de surgelé. Je lui demande mon chemin, elle comprenait pas ce que je disais, donc du coup je voulais abandonner. Et elle s'est mise à faire des rébus pour pouvoir comprendre ce que je voulais dire. Donc au final, elle m'a accompagnée jusque là où je voulais aller. Elle a parlé à la personne qui s'occupait des clients et elle est partie une fois que j'étais vraiment en sécurité et prise en main. Et c'est surgelé. Malheureusement, ils avaient tous fondu. Je pense qu'elle avait raté le dernier métro. Mais c'est incroyable. On verra pas ça. On verrait difficilement ça en France. Ouais, c'est clair. Moi, je sais que c'est parce que je voyage et que j'ai déjà rencontré tellement de personnes bienveillantes que quand je vois une personne avec une carte qui a l'air perdue, je vais spontanément vers elle, lui demander si elle a besoin d'aide. Mais c'est pas quelque chose que je faisais avant, puisque je sais pas, c'est pas partie forcément Enfin, on te dit en français, tu vas pas imaginer qu'il fait ça en fait. En vrai, c'est assez rare, alors que dans d'autres pays, notamment au Japon, les gens ils sont vraiment très à l'écoute et ils t'aident en fait. Oui, c'est vrai, il n'y a pas autant de méfiance qu'en France. Puis je sais même pas si c'est une méfiance. Je pense que ça fait partie de la mentalité un petit peu de rester chacun pour soi et puis pas de vraiment aller vers les autres. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Et comme on est sur le Japon, je vais rester dessus. T'es partie à quelle période? Je suis partie quelques mois avant la catastrophe de Fukushima et le séisme qu'il y a eu. Donc, c'est vrai que c'était bien de partir à ce moment-là parce que le Japon a pu vraiment été le même depuis. Et c'était une bonne expérience.
C'était mon premier grand voyage hors d'Europe. Et je m'étais dit, j'aurais pu commencer par quelque chose de moins, comment dire, moins effrayant, parce que c'est quand même une grande mégalopole. Puis je me suis dit, allez, on va essayer quand même. Il s'est passé aucun problème là-bas. C'est un des rares pays où j'ai pas eu de pépins. Et ouais, j'ai pas regretté vraiment. Ouais, et ben écoute, je trouve qu'on se ressemble parce que le Japon, c'était mon premier voyage solo. J'aurais pu faire plus simple, mais je suis partie au Japon. Et au Japon, qu'est-ce que tu as aimé manger? Alors, je sais pas comment c'est arrivé, mais j'ai pas mangé de sushi. Alors ça, franchement, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, parce que pourtant j'adore les sushis et c'est la chose que j'ai pas pensé à manger là-bas. La première fois que je suis arrivée, donc on avait un groupe, hein, j'étais partie avec un groupe, mais bon après j'avais l'intention de faire un petit peu ce que je voulais, quoi. Je restais pas avec le groupe, c'est simplement pour une sécurité, pour partir et pour être un peu encadré au départ. Et ils avaient tous commandé un curry japonais. Et moi, je m'étais trompée en fait sur l'écran tactile. Tu as un écran pour commander au restaurant qui est directement sur ta table. Et j'avais commandé quelque chose qui ressemblait à du poulet. Je savais pas encore lire les kanji. Et au final, c'était un poulpe, un espèce de poulpe cru avec, tu sais, la substance visqueuse. Et ça, je m'en rappellerai toute ma vie parce que tout le monde mangeait le curry japonais qui était délicieux. Et moi, je me tapais un poulpe. Mais voilà. Pardon, mais moi, je sais pas, mais j'aurais dit, excusez-moi, donnez-moi, je veux le curry, s'il vous plaît, donnez-moi le curry. J'ai un petit peu piqué dans les assiettes de tout le monde, mais c'est vrai que c'est un truc qui m'a marqué. Après, au niveau de nourriture japonaise, il y a quand même beaucoup de choses qui sont super à manger. Rien que quand tu vas dans un combini, tu sais, les petites boutiques qui te vendent des choses toutes prêtes. Je trouve que la qualité est bonne, c'est pas très cher. Franchement, on mange pour pas très cher au Japon. La vie est chère, mais la nourriture ne l'est pas. Et oui, j'ai goûté un petit peu tout, les takoyaki, tu sais, les boules avec du poulpe à l'intérieur, c'est super bon. Le curry, j'en ai remangé après parce que forcément, enfin, j'ai goûté beaucoup de choses. Et ouais, franchement, la nourriture est très, très bonne. Ouais, c'est clair. Et tu as goûté les okonomiyaki? Oui, les pancakes avec le chou. Ouais, enfin, ils disent que c'est une omelette. Enfin, personne ne sait exactement comment expliquer ça. Enfin, il faut taper okonomiyaki sur Internet. On ne peut pas vous aider. Parce que franchement, même si on décrit ça à quelqu'un, personne ne peut savoir ce que c'est. Parce que c'est décrit comme des pancakes, c'est décrit comme une omelette, c'est un plat salé, on met plein de trucs dedans. Et je trouve que c'est très, 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 très bon. C'est mon plat préféré au Japon. C'est délicieux, ouais, c'est nourrissant aussi. Hein. Ouais, c'est clair. C'est clair. Quand tu as mangé ça, après, tu peux aller faire la sieste. Bon, tout à l'heure, là, je t'ai entendu dire que tu as vécu des petites galères. Et moi, j'aime bien parler des galères de voyage. Donc, quelles sont tes galères de voyage? Raconte-nous. Je crois qu'on a envie de vivre ça. Alors, il y en a plusieurs, hein, outre les pneus crevés. Il m'est arrivé pas mal de choses, soucis de batterie, donc parce qu'au départ j'avais un fauteuil qui était électrique à 100%, là j'ai un fauteuil qui est manuel mais avec une aide électrique à l'arrière, donc je peux encore me pousser quand il m'arrive des problèmes. Là, plus jeune, un souci de batterie, ben ça signifie être coincé sur place parce que j'avais pas d'autre moyen de me pousser. En fait, c'est un fauteuil électrique sans roue que tu peux pousser. Et donc là, c'était un peu la mort. Et c'est vrai que pour trouver du monde, en fait, il y a eu des gens qui m'ont amené jusqu'à un café. Donc ils ont dû pousser le fauteuil qui était assez lourd. Ils m'ont amené jusqu'à un café. J'ai pu brancher la batterie. Mais c'est vrai que c'est des choses qui font peur parce que j'y pensais pas en fait étant jeune. Je pensais à rien du tout, seulement à partir. Et quand ça t'arrive, tu te dis bah oui mince quand même. Ça, tu peux vite être coincé et puis ça peut être. J'ai fait du stop aussi. Alors ça, c'était pas non plus l'idée la plus brillante à faire. Surtout que je n'étais pas expérimentée. En fait, j'avais pas pensé à prendre, tu sais, les chargeurs que tu peux prendre là pour tes portables. Je sais pas comment ça s'appelle.
tu sais, les power banks. Ouais, batterie externe, ouais. Voilà, j'ai pas pris de batterie externe, j'ai pas pris de parapluie, j'avais pas pris de boussole, j'avais rien pris du tout. Donc, il aurait pu m'arriver n'importe quoi, en fait. J'aurais pu être sous la pluie, j'aurais pu ne plus avoir de batterie au niveau du téléphone. Et j'étais là à faire du stop pour aller, je crois que c'était jusqu'en Allemagne. Et heureusement que les voitures se sont arrêtées de suite. Je pense que quand tu vois quelqu'un en fauteuil sur le bord sur le bord de la route, t'as peut-être un peu peur voilà, et tu t'arrêtes tout de suite pour aider. Puis on n'a pas l'air, comment dire, on représente pas une menace aux yeux des gens par rapport à d'autres autostoppeurs. Donc j'ai eu de la chance, mais franchement, si c'était à refaire, j'y réfléchirais à 2 fois parce que c'était pas. Et t'as fait du stop, peut-être t'as pas fait du stop plein de fois pour partir en voyage? Comment? Le stop, tu l'as fait que cette fois-là ou tu as utilisé ce moyen de transport pour voyager plusieurs fois? Non, elle aura 2 reprises parce que ce qu'il faut savoir, c'est que au départ, donc je suis partie avec mes économies. Donc dès lors que j'ai fini l'école, je suis partie en Angleterre, j'ai pas réfléchi. J'ai fait plusieurs voyages et je suis partie au Japon avec le reste de mes économies. Puis ensuite, ben forcément, j'avais pas grand-chose. Donc là, je me suis dit, allez, on part en autostop, on verra bien comment ça se passe. Ça s'est bien passé, heureusement. J'ai fait du couchsurfing, donc ça m'a rien coûté. Parce que c'est vrai que souvent, quand on pense au voyage, on pense au luxe tout de suite ou à des destinations exotiques. Mais non, c'est pas forcément ça. Tu peux partir à moindre coût, voire gratuitement. Tu as du covoiturage, tu as de l'autostop qui est gratuit. Bon, ça se fait de moins en moins. Mais et tu as des gens chez qui tu peux dormir aussi. Tu as des sites pour ça, des sites de couchsurfing. Donc oui, j'en ai profité quand j'avais pas d'argent, c'est ce que j'ai fait. Après, je me suis mise. Pardon, excuse-moi. Non, je disais juste d'accord, mais enfin continue. Après, je me suis mise à travailler. Donc là, je travaille encore comme ça. En fait, je fais des missions temporaires, des contrats de courte durée. Ça me permet de maintenir un peu une vie bohème. En fait, dès lors que j'ai de l'argent de côté, je peux repartir en voyage, puis après je me remets à travailler. Donc c'est vrai que c'est pas une situation forcément stable, mais c'est ce qui me permet moi de vivre ma passion. C'est vrai que beaucoup de personnes ne le feraient peut-être pas parce que on a envie d'avoir une maison, on a envie d'avoir des enfants, enfin on a des projets, des choses comme ça. Moi c'est un style de vie qui depuis mes 20 ans me plaît. Et c'est vrai que on me demande souvent, mais comment tu fais pour te payer tes voyages? Il y a des réflexions qui sont pas forcément sympas. Enfin, je me rappelle sur ton Instagram, tu avais posté des réflexions que des femmes se prennent quand elles partent en voyage. C'est avec qui tu couches notamment. Et je trouve ça super sexiste d'une part, et ça reflète un peu une mentalité de jalousie par rapport à l'argent en France métropolitaine qui est assez présente. Mais totalement. C'est-à-dire que un gars qui voyage beaucoup, on va juste dire, au pire, on va dire t'as de la chance. Parce que pour beaucoup de personnes, c'est avoir de la chance, alors que c'est pas vraiment de la chance, puisque c'est accessible quasiment à tout le monde. Et si tu fais ça, c'est accessible à tout le monde, parce que tu peux lever ton pouce, en fait. Mais, tu vois, voilà. Mais ouais, c'est quand tu es une femme et que tu voyages, c'est souvent, il y a beaucoup de jalousie, alors qu'avec un peu d'organisation, on peut voyager, en fait. Voilà. Déjà, rien qu'en France, le sujet tabou numéro 1, c'est l'argent. Ouais. Les gens n'aiment pas qu'on parle d'argent, ça doit être caché. Et dès lors qu'on parle de voyage, pour les gens, c'est synonyme d'argent, alors que non, pas du tout. Et les réflexions comme ça, je m'en suis prise. Mais en veux-tu, en voilà. Enfin, avec qui tu couches, comment tu fais, est-ce que tes parents sont riches? Bah non, je veux dire, quand t'as pas d'enfants à charge, quand t'as pas de crédit sur le dos, quand t'as rien qui t'empêche de partir, tu peux partir. C'est une question de priorité. Je veux dire, je dépense pas beaucoup en vêtements, je dépense pas en maquillage, j'ai pas d'enfants, je peux me permettre. Totalement. En fait, oui, chacun a ses priorités dans la vie. Et après, quand c'est pas ta priorité, c'est facile de dire à l'autre, t'as de la chance, tu couches avec machin, truc. Oui, voilà, c'est juste ça. Parce que tu t'es pas donné les moyens, en fait. Tout simplement. C'est ça. Et comment elle est venue ta passion du voyage? La passion du voyage, alors je me suis toujours intéressée aux autres cultures. Je me suis très très vite intéressée aux langues parce que
j'étais pas bonne en maths, j'étais pas bonne en tout ce qui était scientifique. Je me suis dit, allez, je vais mettre, j'ai tout misé sur les langues, sur les lettres. Et ça m'a porté chance. Enfin, porté chance, non, j'ai fait le travail pour, mais j'ai appris l'allemand, j'ai fait des échanges étudiants en Allemagne, j'ai appris l'anglais, et puis je me suis dit, allez, une fois qu'on s'intéresse aux langues, on s'intéresse aussi aux pays qui vont avec. Donc forcément, c'est venu. Et je me suis dit, oui, j'ai envie de voyager partout. Enfin, c'était mon rêve. C'était mon rêve. Et c'est vrai que de toute façon, quand on est curieux des autres, enfin, des autres cultures, c'est la suite logique. C'est clair. Et du coup, tu parles combien de langues? Alors, je parlais bien anglais avant de revenir en France parce que j'ai passé du temps à Londres. J'avais un conjoint qui était là-bas. Donc, je parlais très, très bien anglais pendant plusieurs années. Je parlais quasiment couramment. Je t'avoue que depuis que je suis revenue en France, l'anglais est plus au beau fixe. Je prends un accent qui est de plus en plus français, ce qui m'énerve beaucoup. Et oui, il y a des mots que j'oublie. Après, l'allemand, c'est pareil. C'est vrai que depuis que j'ai plus de contact en Allemagne et depuis que j'y vais moins, je pratique forcément plus la langue. Voilà. Après, japonais, j'ai un niveau intermédiaire encore. D'accord. J'allais te parler je sais pas dire beaucoup de choses en japonais, je voulais dire après dans toi, mais j'ai oublié comment on dit. Parce que je pratique tellement pas le peu de japonais que je maîtrise, que du coup, c'est un peu la galère, tu vois. C'est-à-dire que c'est la langue, moi c'est la langue, je sais pas, tu vois, elle est là. Et puis moi je suis là, en mode, ouais, j'ai un peu de mal, quoi. Enfin, on se comprend. Je suis vraiment pas au même niveau que l'envie de parler japonais et le japonais, parce que c'est vraiment une langue hyper difficile. Mais bon, en tout cas, tu as quand même le mérite de parler toutes ces langues et c'est du boulot. Après, effectivement, quand on ne pratique pas, c'est compliqué. Malheureusement, ouais, c'est vrai que. Ouais. Et quelle est selon toi la chose la plus stressante en voyage? La chose la plus stressante, alors ce serait d'avoir un pépin de santé. C'est vrai que ce que j'ai fait, bon, hormis les problèmes techniques avec le fauteuil, hein, parce que ça aussi c'est stressant, c'est vrai que j'ai un défaut, c'est que je prends pas toujours des assurances voyage, ce qui m'a valu de faire. Je pourrais écrire un guide en fait du routard de tous les hôpitaux des destinations que j'ai visitées. Ah ouais, d'accord. Excuse-moi, est-ce que maintenant tu prends les assurances? Ça dépend. Ça dépend pour quelle destination, ça dépend pour la durée. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé, par exemple, de partir au Canada, d'avoir un problème lambda, hein, qui n'était pas si grave que ça. Et la facture, elle était vraiment salée. Hein. C'était $400, je crois. Ouais. Donc là, c'est vrai que ça m'a retenu. Enfin, j'ai bien retenu la leçon. Je suis partie en Australie après avec une assurance voyage. J'ai bien fait parce qu'il m'est arrivé aussi un pépin. Je suis partie à l'hôpital. Ah oui, d'accord. Ouais. Et en Jordanie, pareil. Ok. Et est-ce que tu peux nous brosser un petit portrait des pays que tu as visités? Parce que là, clairement, waouh! Alors, j'ai d'abord fait l'Europe, hein, comme je t'ai dit. J'avais commencé par l'Angleterre. Ensuite, j'ai fait l'Allemagne parce que, pourquoi? C'est une destination qui est à côté de. Enfin, moi, je suis frontalière d'autant plus. Donc, je me suis dit pourquoi laisser de côté une destination dont on parle pas beaucoup. En tant que Français, on pourrait la visiter plus, mais on le fait pas. Donc, je suis partie en Allemagne. J'ai beaucoup aimé l'Allemagne. J'aime encore beaucoup l'Allemagne. J'y vais régulièrement. Enfin, j'essaye. La Belgique, la Pologne, qui est aussi une destination dont on parle pas et pourtant il y a énormément de belles choses à voir là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait en Europe? L'Italie aussi plusieurs fois, l'Espagne. Et puis hors d'Europe, j'ai fait la Turquie, Tunisie, Jordanie, Japon, Australie, Jordanie, je sais pas si j'ai cité. Oui. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai plus en tête, mais les Émirats aussi, des Émirats. C'est déjà pas mal. Et quel est le pays qui t'a le plus dépaysé? Le plus dépaysé, je dirais Japon, parce que forcément c'est ce qui est le plus éloigné en fait de tout ce qu'on connaît. C'est au niveau de la langue elle n'a rien à voir avec les langues indo-européennes qu'on peut parler.
la technologie, la mentalité aussi, les codes sociétaux. Donc, oui, c'était vraiment dépaysant. Ouais, c'est clair. Et est-ce qu'il y a un pays dans lequel tu as été, tu avais genre une image du pays et quand tu as été, tu t'es rendu compte que tu te trompais totalement sur l'idée que tu avais de ce pays-là? Ouais, alors ça aurait été les Émirats, spécifiquement Dubaï. Alors en y allant, lorsque j'avais une vingtaine d'années, forcément ça m'a mis plein de paillettes aux yeux parce que c'est quand même du clinquant, c'est du tape à l'œil, c'est de la richesse partout et c'est impressionnant pour une jeune fille. Donc ouais, j'avais bien aimé. Puis après j'y suis retournée quelques années plus tard. Et j'ai été un peu déçue. En fait, je me suis rendu compte que c'était quand même quelque chose une oasis assez dénuée de culture, de gastronomie, d'histoire. Enfin, c'est vraiment superficiel en fait, Dubaï. Il n'y a pas vraiment grand-chose à y voir ou à y faire d'ailleurs. Et ouais, c'est dommage. Après, toute destination est bonne à prendre et il n'y a rien à regretter, mais c'est vrai que c'est pas un endroit où je retournerai forcément. Est-ce que tu trouves que les réseaux sociaux étudient un peu l'image qu'on a de certains pays, comme par exemple c'est le cas à Dubaï, parce que Dubaï c'est une destination qu'on voit beaucoup, notamment sur Instagram, et on a l'impression qu'il y a tellement de choses à faire et que c'est tellement grandiose, alors que quand tu y vas, je parle de Dubaï, mais ça peut être n'importe quelle destination, et après on y va et on se dit, ah en fait c'était ça. On va dire que ouais, Instagram, ça embellit en fait beaucoup de choses. Je pense que c'est les influenceurs aussi qui sont responsables de ça. Parce qu'ils vont vous montrer certaines choses. Les filtres, ils seront aussi pour beaucoup sur l'embellissement des photos, etc. Puis finalement, vous arrivez quelque part, vous avez l'impression que vous verrez la même chose que ce que vous avez vu en photo. Et c'est pas du tout pareil. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce podcast et que je suis sur Instagram parce que je me dis que quand même des gens qui devraient dire la vérité aux autres parce que moi j'ai vécu ma plus grosse déception en allant à Bali. En fait, Bali c'est beau, on va pas se mentir, c'est beau, mais clairement ce qu'on voit et la réalité ça n'a absolument rien à voir. Je parle pas en termes de message, je parle en termes de, tu vois la photo de la fille là qui est sur la balançoire avec sa robe là qui suit. Oui. Il faut pas pour ça. En fait, c'est un parc d'attractions, en fait. Mais si personne ne te le dit, toi, tu arrives en mode tu imagines que waouh, c'est beau, c'est magnifique, tu vas découvrir quelque chose. Alors, non, c'est pour les touristes, tu vois. Et il y a aussi une rizière, je sais pas si ça doit te parler, tu as dû peut-être voir ça plein de fois sur Instagram, où c'est écrit I love Bali et tu vois la rizière. Oui, oui, oui. Ben, ça aussi, c'est un truc touristique. C'est-à-dire qu'il y a des rizières à Bali, effectivement. Mais cette rizière-là, c'est déjà en contrebas d'une route, donc tu arrives. Enfin, j'y ai pas été parce que franchement, les trucs touristiques, c'est pas pour ça que je voyage. Quand j'ai vu ça, le guide il me dit vous voulez y aller? Vous m'avez déjà emmené dans le parc touristique là où je faisais les photos. C'est bon, ça m'a calmé. Non, je veux pas y aller. Et après, je me suis dit mais pourquoi personne dit que c'est un truc touristique, tu vois? Ça veut dire que ça va pas enlever du charme au truc, mais au moins tu sais, tu vois, tu pars, tu sais. Mais on nous vend du rêve, on nous vend des trucs qui existent, mais pas en disant exactement ce que c'est. Et je trouve qu'il manque un peu cette authenticité, cette honnêteté. Bon, je sais pas que tous les influenceurs sont comme ça, mais ouais, on nous survend des choses qui n'existent pas vraiment comme on nous les montre. Voilà, c'est ça. C'est vrai, il y a beaucoup de mise en scène aussi quand tu vois les influenceuses qui font des photos, elles se mettent les petits rubans dans les cheveux qui sont de la même couleur que l'environnement où elles sont, avec la petite robe. Ça fait un petit peu féerique en fait, mais c'est assez fabriqué, je trouve, les contenus que beaucoup de personnes font. C'est ça. Et c'est vraiment dommage parce que quand tu arrives, toi, tu viens. Moi, je voyage pour rencontrer des gens, découvrir une culture, l'authenticité, quoi. Et quand je suis arrivée à Bali, il n'y avait pas ça. J'étais là, ok, qu'est-ce que je fais là? Ok. Si on m'avait dit, tu vois, j'aurais pas été déçue et peut-être j'aurais pas été à Bali, j'aurais été dans un pays où j'allais chercher où j'allais trouver ce que j'allais chercher et pas je partais dans une destination en pensant trouver quelque chose qui n'existe pas forcément, tu vois. Voilà. Après ça, nous aussi, on peut le voir en tant que Français. Quand on voit des influenceurs ou des gens qui vont à Paris et qui prennent des photos, etc., ou qui racontent leur expérience, c'est pas, enfin, nous, on connaît un peu Paris, on sait que c'est
pas aussi féerique que ça en a l'air sur les photos. C'est Ouais, pas. c'est vrai. Hein. Mais c'est quand on connaît, quand tu sais pas, tu vois, c'est ça aussi qui est compliqué. Et attends, j'ai Oui, reçu c'est une vrai. question. T'as parlé de la Turquie. T'as été où en Turquie? Parce que moi, la Turquie, c'est clairement mon pays du moment, vu que j'en reviens depuis, bon, ça fait un mois et demi. Hein. Mais la Turquie, j'ai envie d'en parler, puisqu'on a parlé du Japon, maintenant on va parler de la Turquie. Qu'est-ce que tu as fait en Turquie? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as moins aimé? Alors, nous, on est parti à Antalya. Et très honnêtement, j'ai trouvé ça super. Ouais, c'est clair. Et est-ce que tu as trouvé que j'allais dire les Japonais, que les Turcs sont gentils, comme au Japon? Ouais, très sympa. Franchement, très sympa. Très sympa, Ouais. très ouvert d'esprit. Puis j'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'ils prennent soin des animaux, même lorsque les animaux sont comment dire, sont dans la rue, quoi. Tu vois que c'est vraiment des animaux dont les gens prennent soin quand même, qu'ils les nourrissent. Et je trouve que c'est une belle mentalité, en fait. Il y a beaucoup de choses à dire sur les Turcs et la Turquie. Et il y a plein d'aspects qui m'ont beaucoup plu. Non, mais en fait, il faut dire que la Turquie, c'est le pays des chats et des chiens errants et en bonne santé. C'est clair que, ouais, quand tu vas dans certains pays, tu vois souvent les chiens et des chats errants, ils sont tout rachitiques. Mais en Turquie, déjà, ils vivent leur meilleure vie. Enfin, ils mangent, ils boivent, ils viennent vers toi. Enfin, voilà, quoi. C'est impressionnant, j'avoue. Quand j'étais partie, avant de partir, j'avais lu qu'il y avait beaucoup de chats et de chiens. Bon, après, moi, j'ai pas vu beaucoup de chiens. J'ai vu beaucoup de chats, surtout à Istanbul. Mais ouais, je trouve ça impressionnant. Je suis d'accord. Ouais, ouais, ouais. Mm. Et bon, maintenant, on va parler un petit peu de nourriture. Dans quel pays tu as le mieux mangé? Enfin, selon toi, hein, selon tes critères à toi. Dans quel pays j'ai aimé manger? Alors, la Pologne. Encore une fois, c'est vrai que les pays slaves et les pays de l'Est, les gens ils pensent pas pour des destinations de vacances. C'est dommage parce qu'ils laissent de côté des pays où vraiment tout est, comment dire, accessible financièrement et où tu peux manger vraiment très bien, où tu peux voir des aspects des cultures qui sont vraiment intéressants. Et on a vraiment bien, enfin, à chaque fois qu'on y va avec mon conjoint, on y va à peu près 1 à 2 fois par an. On mange vraiment super bien pour pas très cher. Et c'est dommage de laisser de côté certaines destinations au profit d'autres qui font peut-être plus rêver sur le papier, mais qui pour moi sont, pas pour moi la Pologne, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et t'as été où en Pologne, du coup? Alors à Varsovie, je suis restée sur Varsovie. Chaque fois que j'y vais, je retourne à Varsovie tout simplement parce que c'est accessible. C'est vraiment une capitale qui est accessible, où je me sens bien, où j'ai mes repères. C'est vrai que je voudrais voir d'autres endroits de la Pologne, mais après j'ai pas fait mes recherches. En termes d'accessibilité, je pense que ce serait peut-être un peu plus compliqué dans d'autres villes. Maintenant, c'est quelque chose qu'on aimerait tenter, ouais. D'accord, ok. Bon, on va revenir sur la bouffe parce que c'est la vie, la bouffe. Qu'est-ce que tu as mangé de plus singulier en voyage, à part le poulpe que tu as mangé au Japon? Alors, le plus singulier en voyage, à part le poulpe, j'essaie de réfléchir, mais je suis pas sûre que j'ai mangé des choses qui sortaient vraiment de l'ordinaire. J'essaie d'y réfléchir, hein, mais euh, franchement, je... Bon, c'était déjà pas mal. ouais, il n'y a pas eu énormément de choses. Bah, j'avoue que déjà, là, c'était le jackpot. T'arrives, on te mange du poulet et on t'emmène du poulpe cru. Pardon, mais t'as gagné. En fait, je pense que t'as déjà un niveau élevé. Donc, c'est pas si t'as mangé de palpitant, de croustillant, de bizarre. On va dire que ce sera pour peut-être tes prochains voyages. Ah oui, alors attends, je pense justement à quelque chose. Bon, c'est pas non plus ouf hein, les autres choses, mais j'ai déjà mangé donc une soupe aux pâtes de poulet qui était pas, c'était pas mal, hein, franchement. Mis à part, enfin, si tu oublies que c'est des pâtes de poulet dans la soupe, ça va. Et T'as mangé ça où? j'avais mangé ça, écoute, dans le 13e à Paris. Et D'accord, ok. là où tu peux trouver un peu tout, tu peux vraiment trouver beaucoup de gastronomie et assez authentique en plus. Donc Paris c'est génial pour ça. Donc j'avais mangé ça. Et puis du durian, je sais pas si tu connais le fruit.
Je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais j'ai jamais mangé parce qu'apparemment ça pue de fou. Voilà, c'est un fruit qui pue énormément. Tu as un peu l'impression de manger du fromage. C'est assez particulier. Ok. Et t'as aimé? Ça va. Quand on s'y habitue, ça va. Après, c'est vrai qu'on avait l'intention de le prendre dans le train pour le ramener à la maison. Puis vu l'odeur, on s'est dit non, on va pas empester le wagon. Ça va pas le faire. J'avoue, mais ouais, ça a une réputation et je crois que c'est en Thaïlande, je crois qu'on mange ça. Et c'est interdit de prendre l'avion avec. Voilà, même à Singapour, tu as plein de magasins, de choses comme ça où on dit que tu peux pas rentrer avec le durian parce que ça pue. J'avoue, c'est maroilles, quoi. C'est un peu la même chose. Ah là là, non, mais franchement, non, ça fait des histoires à raconter. Après, moi, je sais pas si je goûterais. Je pense que oui, quand même, parce que j'aime bien essayer des choses, mais après, l'odeur, là. Je réfléchis, là, tu vois, j'ai en train de réfléchir alors que le truc est même pas devant moi. Mais je me dis, quand je vais voir ça, là, est-ce que je vais oser manger de. J'ai peut-être goûté un autre truc qui est assez odorant au Japon, c'est le napo. Je sais pas si tu as essayé. C'est des graines de sésame fermentées. Et en fait, c'est tellement fermenté que quand tu les prends avec les baguettes, tu as des fils des fils qui tombent. Je crois que c'est parce que c'est tellement fermenté que c'est un peu gluant. Et ils mangent ça au petit déjeuner. J'ai entendu ça, mais j'ai pas goûté. T'as goûté? Ouais, ça a une odeur assez particulière, c'est fort en bouche, mais perso, j'ai aimé. Ouais, perso, j'ai aimé. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment pas ça. Ouais, bah tu vois, tu disais que tu n'avais pas goûté, tu n'avais pas essayé, mais tu sais des choses originales, franchement. Je te félicite parce que moi, je sais pas si. Enfin, j'ai pas eu l'occasion d'être confrontée à ces trucs-là, mais je sais pas si on m'aurait dit goûte ça, j'aurais dit ok, non, je suis pas convaincue. Après, je me dis, ça fait partie de l'expérience des voyages. Je me dis, si je le goûte pas maintenant, j'aurais peut-être plus d'opportunités, donc voilà. C'est vrai, je suis d'accord avec toi et puis en même temps, ouais, ça permet oui, ça crée des expériences et puis ça te fait des souvenirs, enfin, bon ou mauvais, mais au moins tu as essayé, quoi. Voilà, tu as de quoi raconter à tes copains et à tes enfants, peut-être tes futurs enfants. C'est vrai. Mais j'avoue, ouais, ça fait des choses à raconter. Effectivement, et en plus, ça montre que tu es courageuse parce que y a plein de personnes qui n'oseraient pas. Et du coup, quels sont les paysages dans le monde qui t'ont le plus marqué? Les paysages dans le monde qui m'ont le plus marqué. Alors c'est tout bête, hein, mais la Suisse, quand tu vois les montagnes, ils ont des paysages à couper le souffle. C'est pas forcément un pays qui est super accessible parce que souvent les villes en Suisse, ça monte, ça descend, ça en pente, quoi. Donc et c'est cher effectivement. Mais au niveau des paysages, c'est quand même. Puis c'est près de chez nous. En plus, on pense pas aux destinations proches encore une fois quand on pense au voyage. Mais c'est super beau. C'est super beau. Après, au niveau des paysages, vraiment, la Jordanie aussi. Quand tu vois le désert, les choses comme ça, c'est magnifique. Ouais, c'est clair. En fait, j'avoue qu'on pense pas forcément aux pays proches. On pensait pas forcément aux pays proches parce qu'avec le Covid, je trouve que ça a changé. Oui. Mais la Suisse, moi, j'y pense pas parce que c'est cher. C'est tout. Parce que quand tu cherches un voyage pas cher, tu peux pas te dire je vais aller en Suisse. Ça matche pas. Mais c'est vrai que niveau paysage, il y a de quoi faire. Même en Italie, tout en haut de l'Italie, à la frontière, il y a des paysages qu'on n'imagine même pas. Et ça donne envie aussi. Mais ouais, de toute façon, il y a tellement de choses à voir partout dans le monde que, ouais, bref, on peut pas rentrer dans cette conversation-là. Oui, voilà. Après, la Suisse, ça dépend au niveau des prix. Bon, moi, je suis frontalière, par exemple. Je suis pas très, très loin de la Suisse. Tu peux quand même trouver des hébergements pas chers du tout. Alors que pourtant, c'est en Suisse. Je sais que j'ai trouvé des hébergements beaucoup plus chers en Allemagne, alors qu'en Suisse, ça allait. Et puis, si tu sais vraiment où manger, pas seulement pour des endroits pour touristes, etc., tu peux manger pour pas trop cher. Après, je sais qu'on fait aussi des courses. Généralement, on prend des accommodations avec frigo pour qu'on puisse mettre les courses dedans. Et franchement, tu peux te faire des bonnes vacances sans forcément trop débourser. D'accord. C'est intéressant. Peut-être à tester. Ça peut être partir en Suisse pour pas cher.
objectif, partir en Suisse pour pas cher. Ça peut être intéressant, j'avoue, ça me motive. Déjà que tu m'as motivé avec la Pologne, bon, j'avoue, j'avais déjà envie d'y aller, mais je me dis, ça peut être intéressant aussi. Ouais, bon, ben, qu'est-ce que les voyages t'ont fait apprendre sur toi? Alors, qu'est-ce que ça m'a fait apprendre? C'est vrai qu'au départ, j'étais une fille assez, enfin, je suis encore quelqu'un d'assez timide. Pas timide, je dirais, mais peut-être introvertie. Et le fait de partir en voyage, ça m'a obligée à sortir un peu de ma zone de confort. Parce que quand tu vas dans un pays que personne ne parle forcément anglais ou autre, et que tu es obligé de te faire comprendre, bah forcément, tu es obligé de sortir un peu de ta zone de confort pour aller vers les gens, pour vraiment t'exprimer. Enfin, on peut pas se permettre en voyage de rester renfermé sur soi. C'est propice aux rencontres. Ça m'a fait évoluer sur le plan comment dire, mental, on va dire, sur le plan de la personnalité. C'est vrai que au départ, enfin, quand on va à l'école en France, on n'apprend pas à parler la langue. On nous fait faire des exercices écrits et donc on apprend très très peu à s'exprimer. Donc la première fois que je suis partie en Angleterre, ben je comprenais pas ce que les gens me disaient. J'arrivais à peine à former des phrases, mais au final j'ai réussi à me faire comprendre. Je suis sortie un peu de mes retranchements et puis ça a fait du bien. Moi, j'avoue, c'est clair que ouais, on pratique pas la langue à l'oral et c'est un peu compliqué parce qu'on apprend des choses bateaux qui servent à rien du tout en plus, souvent. Et quand on se retrouve face à quelqu'un et qu'on doit parler, ouais, tu perds vite tes mots. Mais ouais, le voyage, ça te challenge d'une certaine manière. Ouais, et puis ça change un peu la mentalité qu'on peut avoir. Je sais que je serais peut-être pas la même personne aujourd'hui en termes de mentalité si j'étais jamais sortie de mon pays, si j'avais rien vu d'autre. Parce que je sais que aujourd'hui en France, je me reconnais pas complètement dans la mentalité qu'il y a ici. Et pour autant, je me sens pas forcément chez moi à l'étranger. Mais c'est vrai que ça m'a fait évoluer sur plein de choses. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et puis, ouais, ça permet vraiment de mûrir, de grandir et de découvrir le monde et de se confronter à toutes les différences qui s'offrent à nous. Parce que quand on reste dans notre zone de confort, on est dans notre zone de confort, tout simplement. Donc, ouais. Moi, je trouve que ça me permet de grandir, mais vraiment, quoi. Oui, oui. Puis c'est vrai que ça enlève un peu les stéréotypes qu'on peut avoir sur certains pays. Une fois qu'on les voit, on pense plus de la même façon. Ouais, exactement. Moi, pour mon cas, c'est la Turquie, parce que quand tu es noir, tu te dis, est-ce que je peux aller dans ce pays-là, comment ça va être et tout. Et je ne m'attendais pas à être aussi bien reçue et à rencontrer des personnes aussi gentilles et bienveillantes. Ouais. Donc, ouais, le voyage, ça permet de réaliser en fait que ce que l'on nous dit, ce que les médias nous montrent, c'est pas forcément la réalité en fait. Et c'est peut-être parfois très loin d'être la réalité. Après, il peut y avoir des généralités par rapport à certaines mentalités à l'étranger vis-à-vis de touristes, etc. Mais c'est pas forcément parce qu'il y a cette mentalité-là que tout le monde y adhère et on trouvera toujours des personnes super sympas en voyage. Enfin, moi, je sais que le bilan a été positif dans l'ensemble. Ouais, j'avoue, et je trouve que c'est... Ouais, on peut pas terminer mieux que ça. Je vais te poser les 4 questions signature du podcast. Mais bon, je pense que la première, je connais la réponse. Je ne suis pas sûre. Valise ou sac à dos? Sac à dos. Valise, j'ai essayé. Alors, valise, j'ai essayé, franchement. Au départ, j'étais avec un fauteuil électrique avec un joystick, tu sais, que tu pousses, et puis et j'avais mis une valise sur mes pieds. Bah, je peux te dire qu'après plusieurs heures avec la valise, j'ai retenu la leçon et j'ai commencé à prendre un sac à dos. Ah ouais. Ça évite d'abîmer les chaussures, de se faire mal aux pieds. Ouais, c'est clair. L'endroit qui te fait le plus rêver en ce moment, c'est? Un endroit qui me ferait rêver. Alors, j'ai plein d'endroits sur ma liste, mais je pense beaucoup au Vietnam. Tout ce qui est Vietnam, Thaïlande et l'Inde, c'est vraiment des pays que ça fait des années que j'y pense.
Après, je sais qu'au niveau accessibilité, il me faudra peut-être un peu plus d'organisation qu'à l'accoutumée. Mais ouais, j'aimerais bien faire ce genre de voyage. Avec mon compagnon, on aimerait aussi repartir en Jordanie. C'est son pays, hein. On s'est rencontrés sur Internet, sur un groupe pour apprendre le japonais. Et au final, je lui ai rendu visite, puis ça s'est fait comme ça, quoi. Et lui il est venu habiter en France et on voyage beaucoup ensemble. C'est un truc qu'on a en commun. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup retourner en Jordanie. Ouais. Ouais, j'avoue, ça doit être trop chouette. C'est magnifique comme pays. Et là, c'est vrai que le tourisme se développe un peu plus en Jordanie. On voit plus de pubs pour cette destination qu'avant. C'est un peu plus mis en avant que ce que ça l'était il y a quelques années. Ouais, c'est clair. On sait sur la liste aussi. Ton plus beau voyage, c'est? Le plus beau voyage, il y a beaucoup de beaux voyages, mais je dirais la Turquie, enfin Antalya, simplement parce que ça a une valeur sentimentale. C'est le premier pays où on s'est retrouvé avec mon copain, parce que bon, je l'avais vu en Jordanie et puis par après, on a entamé une relation longue distance. Et le pays où on a pu se voir, donc où il n'avait pas besoin de visa et moi non plus, c'était la Turquie. Donc vraiment, ça a été nos premières vacances entre guillemets, et c'était vraiment une destination que j'oublierai jamais. Oh, c'est trop mignon. Ta plus belle expérience humaine en voyage? La plus belle expérience humaine, il y en a eu pas mal. Il faut que je réfléchisse, attends. Il faut que je réfléchisse. Je reviendrai peut-être au niveau du Japon parce que je me suis fait aider pas mal de fois. Et je me rappelle qu'il y avait une station de métro. Bon, c'est rare que les stations ne soient pas accessibles. Et là, je sais plus comment ça s'est passé, mais bref, il y avait des marches pour cette station. Les gens m'ont porté, ils m'ont payé mon billet de métro. Puis j'arrêtais pas de leur dire, vous n'êtes pas obligés, vous n'êtes pas obligés. Non, non, on a le temps, on a envie de vous aider, on va le faire. Enfin, ils m'ont quasiment raccompagné jusqu'au monsieur qui était censé me mettre dans le métro. Et ça, c'est vraiment des expériences qui sont super parce qu'on voit qu'on n'est pas... Finalement, il y a encore un peu d'humanité. J'avoue, franchement, je suis impressionnée. C'est un truc vraiment, waouh. Ouais. Ouais. Et si tu avais un message à transmettre aux personnes qui n'osent pas voyager, qui se disent qu'elles ne peuvent pas le faire, quel serait ton message? Alors, je vais peut-être d'abord parler pour les personnes handicapées parce que je trouve que c'est celles qui osent le moins se lancer. C'est normal d'avoir peur de partir à l'aventure, de sortir un peu de sa zone de confort. Mais faut se dire que vous en avez les capacités, que vous ayez un niveau d'autonomie restreint ou non. Vous pourrez toujours trouver des agences qui vous font des voyages sur mesure. Vous pourrez toujours partir avec des infirmières si besoin, des aides-soignants. Il y a toujours un moyen de partir si vous en avez vraiment envie. Et si vous êtes un peu autonome, n'hésitez pas à partir parce que il y aura toujours des gens pour vous aider dans les pays que vous visiterez. Et ça vaut le coup quand même d'essayer de sortir un peu de la routine et d'essayer de vivre, tout simplement. Waouh, j'avoue. Merci pour ce message. Enfin, j'espère que tu motiveras des personnes qui n'osent pas et qui se disent que parce qu'elles ont un handicap, elles ne doivent pas voyager. C'est entre guillemets foutu. Mais en vrai, il faut se donner les moyens. C'est ça, je crois, qu'il faut retenir de ce que tu viens de dire. Parce que quand même, aller au Japon, se retrouver face à un endroit où tu ne peux pas prendre les escaliers parce que tu ne peux pas, en fait, et que les gens te portent juste. Mais non, mais c'est un truc de fou, quoi. Il faut aller vivre ça dans sa vie, en fait, je crois. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu avoir beaucoup d'expériences très, très malheureuses, mais il y a toujours eu quelqu'un, il y a toujours eu une solution. Faut pas avoir peur de se lancer. Et puis même pour les personnes qui sont pas handicapées, si vous n'osez pas voyager, dites-vous que le temps passe, l'argent, ça va, ça vient, mais le temps, une fois que c'est passé, ça revient plus. Donc, c'est beau ce que tu dis.
Bon, maintenant que tu nous as motivés et tout, si on veut te retrouver sur les réseaux, on te retrouve où? Alors sur Instagram, mon pseudo c'est Globetrotter, donc Globetrotter avec 2 T, underscore, on, underscore, wheels. Donc en fait c'est Globetrotteuse à roulette, quoi. Je mettrai le lien de ton Instagram dans la fiche du podcast et dans la description de la vidéo, puisqu'on va faire un podcast vidéo, la première. Merci de m'avoir accordé ce temps et de nous avoir parlé de tes beaux voyages, parce que franchement, c'était hyper motivant. Merci à toi de m'avoir reçu, c'était un plaisir. Et puis, j'espère que tu continueras aussi tes podcasts parce que c'est super enrichissant et ça fait toujours plaisir de voir des femmes qui voyagent. Parce que c'est vrai que c'est une communauté aussi sur Instagram qu'on a réussi à trouver de filles qui font de la randonnée, qui partent un peu partout. Et ça fait plaisir d'avoir un peu de sororité sur cette plateforme. C'est clair, surtout des femmes françaises, parce qu'il y a beaucoup de voyageuses anglaises, anglophones, Oui. en fait, les pays anglophones, mais en France, c'est assez minime, je trouve. C'est vrai, en France, il n'y a pas encore beaucoup de voyageuses. Je trouve que les influenceuses françaises qui montrent des belles destinations, c'est pas forcément sur le thème du voyage en fait qu'elles postent. C'est plus pour des, je sais pas, pour du lifestyle, pour des choses comme ça. Mais ça manque un petit peu, les femmes françaises voyageuses sur Instagram. C'est ça. C'est aussi pour ça que je me suis lancée sur YouTube, puisqu'il n'y a pas. Donc je me dis, il y a des choses à faire, quoi, tu vois. Mais t'as bien fait, t'as bien. Désolée, mais c'est pas l'État qui m'a empêché de vivre. Je vis, pardon, parce que la vie est trop courte. Je suis désolée, je sors. On a sorti avec prudence et précaution.